Hello à tous et bienvenue pour ce deuxième hors-série sur la stat. Exceptionnellement, nous sortirons l'épisode de podcast non pas mardi comme nous en avons l'habitude, mais mercredi, mais c'est pour la bonne cause puisqu'on a eu l'idée de vous faire vivre une rétrospective de l'Open d'Australie en mode inside avec Fabrice Barraud, notre statisticien préféré qui a bûché comme un fou ces 3 dernières semaines et ça paye. Deuxième finale en Grand Chelem avec Gilles Servara, coach de Daniil Medvedev. Huitième de finale avec Fred Fontan qui accompagne Félix Auger-Aliassime à 2 doigts de faire son premier quart en Grand Chelem. Un autre quart mais un peu plus décevant avec une des teams favorites du double puisque Fab travaille en direct avec Nico Mahut. Ces 12 années d'expertise dans la stat sont en train de payer puisque vous le verrez, un nouveau coach est venu le chercher pendant cette tournée en Australie. C'est donc une vraie chance pour Tennis Légende et vous, chers auditeurs, d'avoir cette vision de l'intérieur du premier Grand Chelem de la saison 2021 avec cet acteur au contact de l'élite au quotidien. Fab nous raconte au passage sa plus belle joie et ses plus grosses déceptions de la tournée. Puis on va évidemment débriefer de la finale entre ce monstre de Djoko et Daniil d'un point de vue stat. On vous expliquera ensuite le profil de jeu de la révélation de l'Open Australie 2021 qui a troué le tableau, Aslan Karatsev. Et pour terminer, on réserve une surprise à la fin de l'épisode aux 30 plus motivés d'entre vous qui souhaitent comprendre l'ADN profonde de leur style de jeu et exploiter pleinement leur coup fort grâce à la stat. Je ne vous en dis pas plus, mais vous commencez à nous connaître. On est très bavard avec Fab, surtout lorsque l'on parle avec des gens si passionnés. Mais sachez que vous avez le détail des questions posées avec la minute précise où ça a été posé en description de l'épisode. Vous pouvez avancer si ça vous chante, ou alors si vous êtes sur YouTube, en cliquant sur la minute indiquée avant la question, cela vous y emmène automatiquement. Merci la technologie. Place à cette expérience inside de l'Open d'Australie 2021. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Hello à tous, on est de retour donc dans le bureau de monsieur Sbarro, Fabrice de son prénom, notre statisticien préféré qui a vécu l'Open d'Australie de l'intérieur en bossant en étroite collaboration avec Gilles Servara, tu vas nous en parler juste après, Fred Fontan, le coach de Félix Auger-Aliassime et Nico Mahut. Je crois que ça a été... Et un autre. Et un nouveau. Et un Moins nouveau. connu du public français, mais le coach de Marie Bouskova, une Tchèque. Donc, j'ai travaillé avec 4 personnes. Waouh. Et pour avoir enregistré quelques contenus pendant cette quinzaine, tu m'as fait part de ta fatigue accumulée parce que tu te levais hyper tôt, tu te levais même la nuit, enfin tu as dû être en décalé. Tu vas nous raconter un peu comment tu as vécu cette quinzaine folle, comment tu préparais tes matchs et la manière dont tu as géré cet Open d'Australie, Fabrice. Est-ce que tu peux nous faire vibrer un petit peu? Ouais, alors déjà, je suis pas sûr qu'à l'intérieur d'un bureau, je fasse vachement vibrer. Tu vois, peut-être je ferais un peu plus vibrer si j'avais été à l'Open d'Australie, mais c'est pas le cas. Donc, pour rejoindre ce que tu dis, vraiment vécu de l'intérieur, quoi. On est à l'intérieur, il fait froid ici en Suisse. Ouais. Après, alors déjà, il faut savoir qu'on a vraiment des moyens pour regarder les matchs maintenant, c'est absolument génial. Tu passes par quoi pour regarder tous ces matchs? Par Eurosport tout simplement ou tu as d'autres... Franchement, non, ça dépend parce que tu vois, il y a eu l'ATP Cup, il y a eu les tournois féminins avant, il y a eu l'Open d'Australie, c'est chaque fois des médias différents. Alors qu'il y a WTA TV, Tennis TV et Eurosport pour l'Open d'Australie, parce que Tennis TV, par exemple, et WTA TV ne prennent pas les grands chelems. Donc, avec ces 3 supports, ce qui est bien, c'est que autant on a le live qu'on a le direct. Donc, ça m'a permis de gérer mon temps. Tu vois, quand on travaille avec 4 équipes, ça m'a quand même permis de gérer mon temps d'une manière efficace. Aussi, il faut savoir que quand on regarde sur Eurosport Player ou tout ça, on a les replays. Les replays me permettent aussi de voir le match plus vite. Quand je vais te faire le déroulement d'une journée type, et tu vas comprendre en fait tout ce que je veux te dire. Donc, le lever entre 3h et 4h du mat, maximum 5. Tu te couches à quelle heure du coup? 9h, 9h30. Avec les poules suisses. Ouais, alors, les poules suisses, elles n'étaient même pas réveillées quand je me réveillais. Mais donc, déjà, moi, je suis quand même je suis bien plus du matin que de la nuit. Donc, j'ai déjà une habitude de me lever entre 6 et 7 naturellement. Donc, de se lever finalement 2h, 2h30 plus tôt, ça n'a pas été à ce point compliqué, en tout cas pour moi. Et ça m'a permis donc de soit reprendre des matchs qui avaient déjà commencé par ce système de replay que je viens de te dire. Par exemple, tu vois, la journée en Australie, elle commence à 11h, donc ça fait 1h du matin. 1h du matin chez nous. Donc, moi, je me dis que de 1h à 4, grosso modo, ces matchs, je les perds. Je les perds dans le sens, je ne les regarde pas en live.
Ouais. Et à partir de 4, je prends exactement où on sent les joueurs avec les replays, les machins, où je fais vite le match que j'ai raté si mon équipe jouait en première série. Mais à partir de 4 heures, si tu veux, c'était pure stats jusqu'à midi à peu près tous les jours. On Mais avait, tu suis uniquement les joueurs avec lesquels tu travailles ou tu states sur d'autres en prévision de si un jour tu les signes? non, alors, il y a toujours un mix aussi par rapport à ça. Ouais, donc je vais aussi en parler. En un, la priorité, c'est clairement les joueurs avec qui je travaille. Ça, c'est la priorité numéro un. La priorité numéro deux, on va dire, c'est par exemple la fille Bouskova, j'ai fait un essai avec eux Ouais. qui s'est montré concluant, mais c'était un effet. Donc, eux, ils sont en priorité si tu veux, numéro deux. Vamos. Et puis le numéro 3, ce sera par exemple des anticipations. Donc, par exemple, on est sur une joueuse qui nous intéresse beaucoup, qui reprend la compétition après 15 mois d'interruption, qui est une top joueuse, et cette joueuse nous intéresse et on anticipe en analysant ses matchs. Mais ça viendra en troisième priorité. Mais c'est parce que tu as Et une piste avec elle ou c'est de la pure. on a une piste, ça fait déjà depuis un moment qu'on est. Non, non, Tu peux nous la citer? bah, alors, ouais, je peux la citer après sans dire que je vais travailler avec elle parce que j'ai aucune idée si ce sera positif à la fin, tu vois, on est bien d'accord, mais c'est Bianca Andreescu, non? voilà, Bianca Andreescu, on était déjà. Bah, voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a aussi une prise de conscience par rapport à la statistique, c'est que ça intéresse de plus en plus de personnes. Yes. Donc, c'est vrai, quand on avait parlé la première fois, on en était à. C'était une découverte pour certains, il y a des premiers résultats pour la stat, c'était les prémices, hein. Et là, je ressens que 2021, maintenant, ça commence à intéresser encore plus de personnes. Et on a changé de mindset, de dynamique, je vais te dire. On est Ouais. plutôt à la chasse aux pépites Ouais. en ce moment que de se dire est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que je vais avoir assez de clients? Combien de clients je peux avoir pour enfin en vivre pleinement? J'en vis déjà, mais je peux en vivre mieux avec plus de clients et ça m'intéresse également, quoi. Et là, tu m'en as fait part quand même pendant la quinzaine, tu avais l'air vraiment éreinté à cause du décalage horaire, tout ça. Tu penses que tu peux monter jusqu'à combien de clients? Est-ce que après tu dois déléguer, embaucher? Ouais. C'est quoi ta vision? Alors, la vision par rapport à ça, c'est que, bon, j'étais éreinté parce que après, on avait encore, tu vois, on a enregistré aussi des podcasts ensemble. Donc, Ouais. c'est pas que ma journée se terminait à midi. C'est que ma journée se terminait à 6 heures du soir. Ouais. Donc, après, oui, j'allais au lit à 9 heures, mais ça fait des journées avec 16 à 18 heures d'activité. Il ne faut pas se voiler la face. C'est mater des matchs, C'est pas, c'est préparer des matchs. c'est pas trop C'est vivre. écœurant? Non, non. Bah, oui, alors non, pas pour moi. Mais je peux comprendre que pour des personnes qui croient aimer la stats, par exemple, tu vois, après le premier podcast, j'ai eu pas mal de contacts avec des gens, des Français en l'occurrence, qui étaient intéressés. Et puis à certains, je leur ai dit, mais tu sais ce que c'est que d'analyser 7 à 8 heures de tennis par jour? Parce que c'est cool de te sentir, waouh, ça peut être absolument génial de travailler avec des joueurs pros. Mais derrière, si on n'est pas prêt à faire des 10 heures d'analyse de match par jour, c'est pas fait pour soi. Après, moi, j'adore ça. Donc voilà, j'ai toujours aimé ça. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, on me paye pour le faire. C'est le Graal pour moi, parce qu'avant, je faisais plus ou moins les mêmes journées sans être payé. Donc non, moi, j'adore, je kiffe complètement. C'est pas écœurant. Après, c'est pas écœurant en plus. Voilà, on a eu tellement de victoires avec les gens avec qui j'ai travaillé sur cette tournée que il y a un côté absolument génial. Tu dis, waouh, je peux amener mon pourcent comme ce que j'essaye de faire passer comme message. Ouais. Et du coup, C'est vrai que t'as une quinzaine de folies entre Félix qui ouais. s'est révélé, Daniel qui va en finale, Nico Ouais, qui va bah, en quart, Bouskova qui s'est battue comme jamais. alors là, elle a été monstrueuse jusqu'à la fin. Non, mais c'est-à-dire, ouais, j'ai préparé 34 matchs sur les 3 semaines. Donc, ça fait la semaine avant l'Open d'Australie, plus les 2 semaines de l'Open d'Australie, plus les filles. Tu sais que les filles, elles ont joué sur la deuxième semaine de l'Open d'Australie, en Ouais. 250. Ouais. Donc, j'ai préparé 34 matchs et 28 ont été gagnés. Donc, ça me fait une stat de 82,4% de matchs gagnés. OK, après, tu me diras, j'ai pas travaillé avec les moins bons. Ouais. C'est clair. Mais la stat Mais parle pour toi, clairement. Putain, c'est beau. non, franchement, OK, ça aurait été génial de gagner aujourd'hui, que Daniel gagne aujourd'hui. Ça aurait été magnifique. Mais pour moi, tout ce qui s'est passé,
avec toutes les équipes et la relation que j'ai eue avec ces équipes, pour moi, ça a été de toute manière une énorme victoire et qui me rassure encore plus dans le rôle de la statistique dans le tennis de haut niveau, complètement. Parce que, voilà, une fois de plus, tu peux dire oui, on travaille avec les meilleurs, mais les chiffres parlent quand même. Ouais. Et puis, les retours sont positifs, tu sais, c'est pas que c'est merci Fab, cool, on sent que le truc, ça nous aide, c'est des retours positifs, ça fait déjà un plaisir. Deux, il y a des victoires. Donc là-dedans, je peux te dire que de travailler 12 heures par jour, ça passe encore plus facile. Voilà, il y a tout qui devient, il y a tout qui s'enchaîne. Tu disais quand même, double peine d'être bloqué chez toi en Suisse, c'est que c'est quand même, il y a un rapport humain et la relation est un peu troublée du coup parce que vous faites des WhatsApp avec les coachs, vous échangez moins. Même nous, on s'est plus vu que toi avec les coachs des joueurs que tu accompagnes. Et mine de rien, ça permet de solidifier la relation humaine. Mais redis-nous juste, du coup, combien de temps tu mets pour préparer un match et jusqu'à combien de joueurs tu penses pouvoir accompagner? C'est quoi ta limite? Voilà, ouais. Donc pour revenir sur le planning de la journée, ça commence à 8 heures, on va dire jusqu'à 10 heures, 11 heures, c'est de l'analyse des matchs de la journée. Comme je t'ai dit, j'ai peut-être un petit peu de retard sur la journée, il y a les matchs qui arrivent. Donc, et à partir, on va dire, à partir de 10 heures ou 13 heures, je ne sais pas, ça dépend des journées. Là, je passe maintenant à la préparation du match pour 2 jours plus tard. Parce que si tu veux, en gros, si Daniel gagne ou Félix ou Nico gagne lundi, je fais la prépa pour le match du mercredi. Yes. On l'a fait tout de suite. Donc, ils reçoivent son feedback du match, mais en tournoi, le feedback des matchs, ça dépend. Pour certains, ils aiment bien quand même avoir tout de suite le feedback. Dès que le match est terminé, tu reçois ton feedback du match. Mais c'est une petite analyse, c'est pas un truc qui prend trop de place, il ne faut pas que ça soit trop chargé. Et derrière, je me lance dans la confection des matchs. Et les matchs, je peux te dire que ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut prendre 4 heures. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'importance du match, des données que j'ai. Alors, imaginons match d'un premier tour. Et puis voilà, prenons un exemple complètement qui s'est produit. Nico et Pierre Hugerbert jouent au premier tour, Maguire et Nishioka en double. Non, mais la paire de doubles improbable qui ont dû signer en double parce qu'ils étaient en simple, qui avaient peut-être une protection. Je ne connais pas encore bien toutes les règles par rapport à ça, mais qui n'ont rien à faire. C'est Nishioka qui a dû croiser Maguire dans les douches et lui dire hey, copain. Et là, tu as 0,0 données sur eux. La préparation, elle va être plutôt par quels étaient ses objectifs de fin de saison à reproduire sur un match plutôt que de préparer le match. Donc là, la préparation, elle te prend même. Je ne l'ai pas faite, quoi. D'accord, je l'ai compté dans les matchs préparés. Mais, fumier, imposteur. Non, mais elle a été faite dans le sens qu'on met les objectifs en place de qu'est-ce qui découle du bilan de l'année passée. Mais mettre les objectifs en place, ça prend 10 minutes, quart d'heure. Donc ça, c'est une préparation, si tu veux, très courte. Tu peux nous partager un ou deux objectifs de Nico Mahut? Non. Non, je peux merci Fabrice, on apprécie ton professionnalisme. Ah non. Ça, non, là, ça, je peux pas. Non, c'est clairement. Donc, il y a des objectifs. Après, tu peux deviner qu'il peut y avoir des objectifs. Imaginons, regarde, il peut y avoir des objectifs en service. Tu vois, je te prends une panière générale. Ça peut être des zones à améliorer au service. Ça peut être des zones à améliorer en retour, prendre plus de place à la volée, la qualité du retour. C'est ça des objectifs. Après, donc là, tu fais ton doc avec tes lignes. Tu lui fais un message WhatsApp audio, c'est ça? Avec un récapitulatif ou tu lui envoies le doc? Comment ça marche? Ça dépend de chaque projet. Je peux te dire que 4 projets, j'ai travaillé avec 4 personnes, 4 projets avec une dynamique complètement différente. Chaque projet a une dynamique unique parce que chaque joueur est unique, chaque coach est unique. Et j'essaye au mieux de m'adapter à qui j'ai en face de moi. Donc là, tu vois, c'est là que je deviens un coach de la statistique dans le sens que qui j'ai en face de moi, comment je dois faire passer mon message, qu'est-ce qui leur parle. Je ne sais pas encore tout, surtout, mais des fois, je vais au tâton, des fois, je peux prendre des risques. Il y a des prépas où je me dis, là, je prends un risque, je sais ce que je fais. Il y a une prépa où je te dis, écoute, je demande au coach, qu'est-ce que tu penses de ça? Là, j'ai un doute. Après, j'ai une manière de faire avec Gilles qui est propre à la relation qu'on a depuis 2 ans, 1 année et demie. Nico, il était avec... Gilles Servat, exactement. Arnaud Agnel, il était avec Nico Mahut. Arnaud Agnel, c'est celui avec qui j'ai développé le programme de double. Donc, on a une super relation déjà depuis 1 année et demie. Nico aussi. On le fait différemment. Par exemple, on a un groupe les 3. Bouskova, je ne connaissais pas le coach. Je l'ai connu par message, si tu veux, pendant l'Open d'Australie. Il est venu te chercher, il a eu ton contact?
Non, je travaillais avec un autre coach, un autre encore, avec qui j'avais fait des tests, qui a parlé de moi, qui dit, ah, ils sont intéressés. Puis après, je me dis, yes, j'ai une ouverture, dans le sens, j'ai un peu de temps pour rajouter encore quelqu'un avec qui travailler. Je propose, ils disent oui, et puis du coup, on lance une relation comme ça, et puis ça s'est super bien passé avec des gens très, très respectueux de mon travail. C'était vraiment cool. T'es payé au match ou c'est un forfait au tournoi? Non, moi, c'est des forfaits mensuels avec les joueurs pro. Je marche au forfait mensuel. Après, Nombre de préparation ou c'est quoi le truc? non, c'est un forfait mensuel. D'accord. Parfois, si le mec a Illimité. joué illimité. Le but, c'est que ça soit le moins rentable possible pour moi, tu vois. Le moins rentable. Ben oui. Imagine, il paye un forfait X et il a tout gagné ses matchs. C'est le moins rentable pour moi parce que j'ai plus de matchs à préparer par rapport à son Ouais. forfait X. Oui. Moi, imaginons qu'un mec me donne 1 000 € et il a fait 2 matchs perdus du mois, 500 € le match. Ouais. Tu peux dire, wow, génial, putain, le mec, il s'en met plein les foot. Mais moi, je m'en fous. Moi, je veux qu'il ait joué 20 matchs et qu'il en ait gagné 19, 20 même. Donc, je suis pas du tout dans un. C'est des forfaits mensuels, mais je compte pas du tout mes heures. Ça veut dire que s'il faut passer 4 heures de temps pour une prépa de match, je vais passer 4 heures de temps pour la prépa de match si je considère qu'il faut passer 4 heures de temps. Pour la finale, par exemple, pour la finale, Daniel Joko, t'as passé combien de temps? Ouais, 3 heures. 3 3 heures. heures de prépa. Putain, mais Mais, tu devais être vénère mais c'est pour des, l'issue du match au final. Ouais, bon, après, parfois, tu sais, la stratégie a ses limites. On parle qu'il y a plein de facteurs, comme on en a déjà parlé lors du podcast, le côté émotionnel, surtout le côté émotionnel dans cette finale, par exemple. La stratégie, peut-être je vais te faire 4 heures de boulot, 3 heures de boulot, pour amener une ou deux petites informations qui peut-être peuvent faire grappiller 2 points. Mais pour moi, passer 4 heures de temps pour peut-être donner une chance aux joueurs de grappiller 3 points, c'est ça qui vaut la peine. Donc, c'est énormément de boulot pour, au final, gagner 1 point, gagner 2 points. Et Et quand l'émotion rentre dans l'équation, on n'est plus du tout dans la stratégie, on est dans l'émotion, on est dans le match. Des fois, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. ouais, Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, tu as un joueur qui n'est pas en forme, ta stratégie, elle ne sert à rien. très C'est concrètement, pendant les 3 heures, qu'est-ce que tu as épluché chez Joko? Comment tu as préparé? 3 heures, grosso modo, je ne peux pas non plus tout dire, mais par exemple, il y a plusieurs manières, je ne vais pas le dire parce que non plus, il y a des choses qui sont maintenant, je dirais, des secrets de fabrication, des secrets de manière de faire que j'ai de moins en moins envie d'en parler, en fait, parce que vu que j'ai des résultats, j'ai envie de me les garder. Tu vois, c'est peut-être un peu égoïste, mais si quelqu'un est intéressé à travailler avec moi, il a qu'à me Non, mais contacter. voilà, ce que tu peux nous partager, en tout cas, Bah, qu'on comprenne vraiment, tu vois. pour comprendre, une prépa de match, j'ai compté, il peut y en avoir à peu près 8 prépas différentes. C'est pas les data scientists, ils vont plutôt dire c'est un truc carré, il y en a une. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Ça veut dire que je vais regarder plusieurs modèles, si tu veux, plusieurs manières d'interpréter la stats. Par exemple, modèle A, modèle B, modèle C, modèle D. Bon, je peux donner des exemples. Par exemple, un modèle, ça peut être l'historique des joueurs quand ils se sont joués. Un modèle B, ça peut être la forme actuelle du joueur. Un modèle C, ça peut être les stats générales du joueur. D, ça peut être comment ce joueur perd ses matchs, comment il le gagne, euh, comment il est sur des scores, par exemple, on n'a pas de données, comme je t'ai dit, le cas de figure Nishoka Maguire, quels sont nos objectifs du moment? Bah, ça fait une prépa de match. Tu mets nos objectifs comme prépa de match. Après, ça veut dire, est-ce que tu as même des fois des prépas de match, c'est pas de faire de prépa de match. Tu dis, là, ça va être un match que tu considères qu'il va être 100% émotionnel, il n'y a pas de prépa de match. Mm. On va dire, non, là, ça ne sert à rien, parce que je vais te bourrer le crâne avec des informations qui ne te servent à rien, ça ne sert à rien. Tu es dans le flow, vas-y, tu vois. Et ça va dépendre encore. Moi, ça, c'est ce que je te dis comme ça. Après, si le coach me dit, Fab, moi, je veux cette information, bam, je vais dedans. Si Yes. Gilles me dit, je veux une information X, je vais dans le X aussi. J'ai mon idée, il va me donner la sienne. Si Nico me dit au dernier moment, Fab, j'ai envie de savoir ça sur mon équipe adverse, ça veut dire c'est important pour lui, je vais lui donner ça. Et ça fait partie de la prépa, du coup. Est-ce que Ouais. tu peux nous partager ton plus gros moment de joie de la quinzaine et ton plus gros down, ton moment de lose, tu vois? Bah, allez, commençons par les downs. Honnêtement, je veux dire, quand tu es dans un ratio de victoire autant élevé sur une tournée pareille, chaque défaite est une déception. Il ne faut pas se voiler la face. Quand tu passes autant de temps à faire une prépa de match, c'est que j'ai envie d'en gagner 100%.
Donc, une défaite, c'est une défaite. Et la défaite, je ne peux pas dire qu'il y en a une qui m'a fait moins mal qu'une autre. Toute défaite fait mal. Alors, prenons la défaite de Félix face à Karatsev, mais 2-7-0. Tu es là, à 2-7-0, tu dis waouh, on se rapproche d'un premier quart de finale. En plus, qui plus est, on ne savait peut-être pas encore à ce moment, mais il aurait joué Dimitrov. Ouais. Et Dimitrov pour un quart de grand chelem, tu te dis c'est quand même cool, c'est beaucoup mieux Dimitrov que Thiem. Et 2-7-0, tu commences à rêver. Tu dis Félix n'a jamais fait un quart de finale encore en grand chelem. Moi, je commence à travailler officiellement avec eux cette année. C'est le top, quoi. C'est le top. Donc, cette défaite, elle fait mal parce qu'ils mènent 2-7-0. Mais après, quand on regarde le match, moi j'ai trouvé à partir du troisième set un Karatsev meilleur. Voilà. Après, tu peux en vouloir à Félix. Il n'y a pas eu. Tu peux. Mais pour moi, c'est pas un Félix qui est complètement passé à côté de son match à partir du troisième set. C'est un Karatsev qui a élevé son niveau de jeu, qui n'était pas là le premier set aussi, qui a élevé et qui mérite la victoire. Par contre, elle fait mal. Parce que tu dis, putain, l'occasion est magnifique. Donc ça, c'est une défaite. Après, tu prends l'autre défaite de Félix pendant cette tournée, c'est sa finale contre Evans. Et même chose, tu dis, en tant que moi, je te parle en tant que moi, statisticien qui travaille avec eux, je dis, voilà, on commence à travailler ensemble officiellement, je veux qu'il gagne son premier titre, parce que ce serait absolument génial. Ouais. C'était quel match contre Evans? Finale du premier 250 à Melbourne. Tu as vu qu'ils ont tout fait les matchs là-bas. Ouais. Donc, juste petit crochet, on va profiler tout à l'heure Karatsev. Juste, tu peux nous dire en 2 mots profiler ce que ça veut dire pour les auditeurs? À profiler, c'est toi qui as inventé le mot de profiler, donc peut-être il vient de mon site qui s'appelle Tennis Profiler, mais profiler, je dirais que c'est donner le style de jeu du joueur par la statistique, quoi. Yes. Bon, du coup, on va essayer d'être concis. Alors, ta plus belle joie en parallèle? Okay. Non, j'ai pas terminé. Je suis désolé, ça te prend 3 minutes de plus. Tu couperas au cas où, mais là, tu m'as lancé dans un truc émotionnel. Je peux pas te dire, c'est terminé. Je vais aller plus vite. Dis-nous. Donc, Félix qui perd aussi Evans en finale, alors que tu souhaiterais qu'il gagne son premier tournoi, c'est une défaite qui fait mal. Ouais. Daniil qui perd en finale de gagner un premier grand chelem, c'est une défaite qui fait mal. Parce que tu dis gagner première demi-finale en grand chelem pour Félix, premier titre pour Félix, premier titre en grand chelem pour Daniil, ça fait mal. Et puis Nico, avec Nico, il faut se dire les objectifs, il a déjà gagné 4 grands chelems, un master. Quand tu rentres dans un tournoi, ton objectif, c'est pas de faire demi-finale. Ouais. Et gagner. Ouais. Bien sûr qu'après, tu peux dire, waouh, quart de finale, c'était malgré tout un bon résultat, mais l'objectif, je pense que c'est gagner. Donc, perdre en quart de finale, ça fait mal. Après, vu le match contre Mektic-Pavic, moi, j'ai considéré qu'ils étaient un peu derrière, qu'ils ont eu pas mal de réussite de gagner le deuxième set, mais après, au troisième, ça s'est vachement stabilisé. Et puis là, je te donne encore un exemple d'une déception. C'est 3-3 dans le tie-break du troisième set, donc tie-break qui va à 10, un super tie-break. Super tie-break, ouais. Ils arrivent à retourner, je ne sais plus si c'est Mektic ou Pavic, ils arrivent à retourner alors que c'était très difficile de retourner, les mecs ils servaient super bien, il y a un échange, Mektic part super vite à la volée, laisse tout le couloir pour Pierre-Hugues qui fait une faute directe en passing, une faute facile, 2 minutes plus tard le match est terminé. Tu passes de... Ils sont à ça, même je pense qu'il doit passer le passing parce qu'il est assez facile, et je mène 4-3 à Nico de servir 2 fois de suite, tu peux avoir un momentum, 6-3, pourquoi pas, les mecs doutent, tu te retrouves à 8-4 et tu as gagné le match. Ouais, alors, et là, du coup, ça passe à 4-3, 10-3. Punaise. 4-3 pour les autres, 10-3 en 2 minutes, c'était fait. Wow. Et là, ça fait mal, quoi. Si tu dis, tous tes rêves, tu étais là, waouh, il va faire le midi-break, il va passer devant, et on a perdu le match. Et puis après, le dernier truc, je te fais ma dernière déception. Après, tu pourras couper, je te promets. Bouskova aussi n'a jamais gagné de tournoi. Ouais. Elle fait finale, donc la dernière semaine, elle fait finale contre Kasatkina. Daria. Elle mène 1-7-0. Ouais. 2-1. Et puis, je voyais que Jack, physiquement, elle avait c'était de plus en plus dur. Je pense qu'elle a dû avoir un coup de chaleur. Et à 2-1, elle ne peut plus jouer. Tu peux nous dire en deux phrases qui est Bouskova? Bouskova, c'est une joueuse tchèque, classée 50e mondiale, 22 ans. Je pense franchement qu'elle a un énorme potentiel. Je pense vraiment que c'est une outsider qui a un super potentiel. Ouais. Elle aime la stats. Et on va voir, on va commencer une relation donc maintenant. Et on va voir comment je vais pouvoir amener. Mais pour moi, elle a un très, très gros potentiel parce que... Ah ouais, gros potentiel. Chez les juniors, il y a eu des résultats probants? Je crois qu'elle a été bonne chez les juniors. Je n'ai pas suivi sa carrière junior. C'est possible qu'elle ait gagné des titres du Grand Chelem junior. Il me semble que j'ai vu une photo, mais je ne suis pas du tout sûr. Et tu dis qu'elle aime la stat, c'est elle qui initie le truc ou c'est son coach? Au début, c'est parti d'un coach qui connaissait son coach.
Ouais. qui demande est-ce que vous voulez faire un test gratuit et le coach a pu lui montrer ce que je faisais. D'accord. Et il a dit oui. Et à partir de là, la joueuse, elle a dit waouh. Dès le début, ils m'ont dit comme ça ouais, toi, t'es le Messi de la stats. Toi, t'es le Messi de la stats. Puis il se C'est bon, marrait. ça. Il m'appelle Messi maintenant. Sachez que vous aussi, les auditeurs, vous pouvez faire un test gratuit puisqu'il y a 4 clés en téléchargement libre dans le lien juste en dessous. On y reviendra un petit peu après. J'avais une question juste subsidiaire. C'est pourquoi Nico Mahut est aujourd'hui le seul Français qui te fait confiance sur la stat, à ton avis? Pareil, en une Ah, il y phrase a- et demie, parce que sinon, on va parler toute la nuit. Non, il y a aussi Gilles Servara qui est un coach français Oui, qui oui, est. mais là, c'est vraiment le joueur, quoi, tu vois, qui vient le chercher, quoi. Euh, je pense que la nouvelle génération de Français, à moi ou à quelqu'un d'autre de la statistique, ils feront beaucoup plus confiance. Il ne faut pas oublier que la génération des Français dans laquelle on parle, les plus âgés, ils ont fait toute leur carrière sans statistique. C'est des mecs qui ont tous passé 30 ans, qui ont une expérience de malade, qui ont fait toute leur carrière sans statistique. Et c'est le cas de Nico. Bah, Nico, Nico, il est merveilleux, ce mec. Il est pas non, mais C'est l'exception qui confirme la règle. Et puis voilà. il est merveilleux dans le sens qu'il a un état d'esprit de champion, pour moi. Après, je ne dis pas que les autres l'ont pas, mais d'avoir cette curiosité à son âge, cette envie encore de gagner des grands titres, je trouve ça génial. Quoi. C'est comme un Federer. Franchement, un Nico en double, c'est peut-être pas 20 grands chelems, mais il a une mentalité d'un Federer en simple qui veut encore gagner, qui veut encore s'améliorer. Je ne suis pas en train de dire que les autres Français ne le veulent pas. Je veux dire, lui le fait, eux pas. Et moi, je pense que ça va plaire plus aux plus jeunes. Humbert, Moutet, Orang et j'en passe. Eux, je pense qu'ils vont Bonzi dans qui la joue salle très de très jeu. bien depuis le début de la saison, la Benjamin Bonzi, qu'on Ouais. a eu sur le podcast. Et du coup, Nico en fait profiter Pierre Hugues ou tu prépares que pour Nico? Je prépare pour Nico. Tout est fait. Après, les prépas de match, tu vois, c'est là où moi, je ne peux pas aller plus loin que ce que je fais. Moi, je parle à mon groupe, Ouais, à la team de Nico, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Donc, ton crew. ouais, bah non, c'est plutôt moi qui fait partie de leur groupe. Ouais. Et, je leur dis les infos. Après, qu'est-ce qu'ils disent à Pierre-Hugues et tout. Tu vois, là il te manque ce côté humain. Si tu as Yes. l'Open d'Australie, peut-être une fois tu es à table et peut-être il y a Pierre-Hugues et peut-être, je sais pas. Tu vois. Ben justement, tu vas avoir l'occasion de passer un peu de temps avec eux parce que tu pars à Rotterdam a priori dans 15 jours. Donc, Logiquement, ouais, je pars à ouais. Rotterdam la semaine prochaine. Puis c'est la première semaine que je vais refaire sur le tour depuis l'Open d'Australie l'année passée. Donc, Allez, c'est bon ça. ouais, ouais, bah, c'est cool parce que je vais aussi pouvoir rencontrer Frédéric Fontan. Et je me Yes, demande, possible que Daniel le joue aussi, que Gilles y soit. trop Pas à bien. 100% sûr, mais ils l'ont joué les années précédentes. Donc, ça fait du bien de les voir en Bon, live. Quoi. est-ce qu'on passe sur le débrief de la finale ou est-ce qu'on est bon? Ah, on en a encore besoin. Ah ouais, on y va. Là, je t'ai préparé un truc. Et ben voilà, le moment tant attendu, cette finale. On aurait aimé qu'elle dure plus, un peu comme Daniel l'a dit pendant son discours, l'a très bien dit d'ailleurs. Il a été très beau gosse pendant son discours. Ouais, c'était franchement très, très beau discours déjà des deux. Bon, ça n'a rien à voir avec Ouais, la stat, mais c'était vraiment. ouais, Ouais, c'était un beau moment d'échange. Et donc voilà, on aurait aimé que cette finale dure plus longtemps, que ce soit plus ouais. accroché, qu'il y ait de la bagarre, qu'on en ait jusqu'à 14 heures, qu'on traîne, qu'on soit en retard pour le déjeuner. Rien de tout ça. Mais est-ce que tu peux, toi, d'un point de vue stade, vraiment nous faire ton Ouais. débrief du coup? Alors, exactement. Je pense qu'au niveau des explications, il y en a déjà eu des explications de qualité qui ont été données sur les chaînes sportives, parce que j'ai regardé, par exemple, sur Eurosport, le match, et j'ai trouvé que le débrief, voilà, c'est des pros qui le font, c'était très bien. Maintenant, Yes. moi, je vais essayer de te sortir quatre chiffres qui m'ont interpellé et qui, pour moi, expliquent la victoire de Djokovic. Le premier, c'est le nombre de fautes directes. 16 fautes directes dans le match pour Djokovic, 36 pour Daniil. On est à plus du double de fautes directes pour Daniil que Djokovic. Ça, c'est la raison en termes de stats, c'est la raison numéro 1 qui explique la défaite ou la victoire de Djoko ou la défaite de Daniil. Et là, ça montre aussi le style. Non, mais Djokovic, voilà, on va arriver sur deux trucs. Au début de match, Djoko, il a pris des initiatives. Il le prend de Premier vitesse sur jeu, son coup droit, c'est impressionnant. mais sur les premiers jeux, il est monté, il a pris des initiatives, il a été assez agressif. Et là, je me suis dit mince, parce que c'était pas exactement ce qu'on voulait. Et après, par contre, quand il a senti que Daniil était quand même friable, il faisait plus de fautes que lui, il a commencé à devenir juste un mur. Au final, Daniil fait plus de points en coup droit et en revers que Djoko,
mais Ok. beaucoup plus de fautes. Donc, les stats que je t'ai dit, 16 à 36. Donc, 20 fautes directes de moins. Et, et Djoko, c'est là qu'il est magnifique. C'est là qu'il est trop bon, quoi. Je veux dire, il a ressenti le truc. Moi, j'ai vu qu'il commençait le match d'une certaine manière. Il le change parce qu'il dit il va craquer avant moi. Hmm. Et puis, il est solide comme un roc. Puis voilà. Et puis Danil est pour moi pas bien rentré, pas bien. Il n'y a pas eu des bonnes phases. Non, mais il a recollé très vite. L'autre a Ouais. adapté, comme tu dis, un peu sa tactique. Il a fait C'est beaucoup le seul d'amortis. moment où Djoko a mal joué, c'est quand il a recollé. Hein. C'est le seul moment où quand il est revenu à 2-2. Ouais. Mais il n'y a pas 3-3, eu. 3-3. Ouais, ou 3-3. Ouais, voilà. Il y a pas eu ce moment où, par moment, tu vois, Danil a réussi à le faire mal, mais c'était pas constant. Nous, on voulait des changements de rythme. Ils sont pas intervenus. Des fois, il a pris des risques plus par frustration que par intention. C'est pas la même chose. Alors que moi, j'aurais voulu, en tant que spectateur, je te dis, j'aurais voulu que Danil aille le chercher, aille prenne des risques quand ça n'allait pas comme il voulait. Et au final, il fait des fautes directes sans vraiment force, sans vraiment prendre des risques, enfin des fautes directes plutôt de remise, comme j'appelle. Pour moi, il n'a pas réussi à rentrer, mais tout le mérite aussi à Djoko, qui a été incroyable, quoi, qui lui a dit, voilà, il a mis la tête sous l'eau parce que peut-être émotionnellement, il y avait de l'enjeu, mais il a maintenu la tête sous l'eau tout le match. Et ça, c'est la preuve d'un grand joueur. Pourtant, Donc ça, c'est vraiment, la première stat. quand il débreak au premier, on se dit qu'il va y avoir match, que Ouais, exactement. va être Et puis non, costaud. il y a pas. Puis quand il break au début du deuxième set, Danil, on dit Ouais. yes, là, il va se mettre dedans, on peut peut-être avoir un set partout, c'est parti. Et non. Donc Et ça, la première stat, toi, tu bondis sur ta chaise à ce moment-là ou dans ton canapé où tu arrives à être factuel et à cocher tes et- grilles de statisticien. alors je peux te dire que en règle générale, ça dépend. Ça dépend. Il y a des matchs où tu es plus émotionnel que d'autres. Et T'étais en comment aujourd'hui? l'occurrence, là, le début de match, j'étais à fond dans le sens, j'étais positif, mais pas tendu, mais positif, en me disant, yes, il a vraiment une chance, moi j'y crois, on va. J'y croyais, quoi. Moi, je pensais vraiment. Je te mettais Dani favori avant le match. J'aurais dit 55-45 pour lui. Donc au début, ouais, tu étais excité, mais plutôt excitation positive, je te dirais. Pas Hmm. tendu. Puis après, quand ça a tourné contre lui, tu te dis, aïe, aïe, ça va être chaud. T'as eu Et bon puis, nez, Fab, hein. J'espère que t'as pas parié 10 000 € sur le match. j'ai pas, ouais, si j'avais parié sur tous les matchs que j'étais joué pendant la tournée australienne, j'aurais peut-être pas gagné sur celui-là, mais sur des autres, quoi. Mais Bon, bah, ça va. donc, non, pas si tendu. Après, tu as des matchs, par exemple, la défaite, comme je t'ai dit avant, de Nico, ça m'a beaucoup plus tendu. Le double, c'est quelque chose qui tend, mais à un point, parce que ça va vite, ça joue à deux, ça joue sur 2 points. Et les nanas, tu as des retournements de situation, mais à tout moment. Tu as des momentum de malade. Tu peux. Non, mais. Donc, Je sens que t'en as rêvé la nuit de la défaite de Nico. non, 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 quand même pas. Mais pour dire, les matchs, pour moi, en tout cas personnellement, les matchs de l'ATP, c'est les plus faciles c'est les plus faciles émotionnellement. Et les matchs de Nana, de filles, pardon, Et de et de double. double peuvent être. Puis après, des fois, tu as aussi des matchs clés qui te tendent. Ça peut être un deuxième tour, un troisième tour. Tu te dis, putain, s'il passe ce tour, tu sais qu'il va être dans une bonne filière. Et tu es tendu. Donc ça peut arriver, les matchs tendus peuvent être des fois dans les premiers tours, comme ils peuvent être dans une finale. Et des fois, tu as des matchs qui étaient plus tranquilles. Bref. Donc, deuxième Alors, chiffre. deuxième stat. Deuxième chiffre. Donc, la première clé, je t'ai dit, il faut direct. La deuxième clé, c'est 35%. 35%, c'est le ratio des services gagnants sur première balle de Djoko et de Danil. Les deux, quand ils ont passé leur première balle, ont fait exactement le même ratio des services gagnants. Mais ça, c'est une des clés du match parce que Danil, s'il veut gagner contre Djokovic, il doit faire 20 à 30% de plus des 7 services gagnants que D'accord. lui. Il doit en faire plus. Sachant que Djoko n'a jamais eu un si bon pourcentage d'ace dans un tournoi du Grand Chelem que sur parce, que, cette édition. parce que la surface était rapide. Ok. Donc là, tu vois, que Djoko puisse faire le même nombre des 7 services gagnants que Danil, en sachant que Danil, s'il veut battre Djoko, doit faire ce 20% de plus, c'est C'est une énorme clé. énorme. C'est C'est une énorme. énorme clé. Et là, Danil n'a pas pu compter sur son service comme il a pu le compter sur les autres matchs, mais ça, c'est aussi tout le mérite du retour de Djoko. On a beaucoup parlé, les commentaires ont beaucoup parlé du retour de Djoko pendant le match, mais voilà, il a été très très fort en retour de première balle en termes de qualité et le nombre qu'il en a remis. Tu vois, c'est vachement important de remettre des services en jeu. Donc là, il était très très bon. Est-ce qu'il y a une position clé en retour de Djoko pour vraiment retourner Danil ou Djoko retourne toujours au même endroit? Est-ce qu'il s'est Non, adapté?
honnêtement, je vais te dire, j'y ai pensé, mais ça, c'est le truc que j'ai pas regardé pendant le match. J'étais dans les, j'ai pas, je pense qu'il faut que je regarde de nouveau. Je pense qu'il est un peu plus éloigné, Djoko, pour en retourner plus. Je pense, mais Ok. à vérifier. Je peux pas En te, tout je cas, peux en pas tout te- cas, en deuxième, il l'a tellement agressé. Il ouais, au était deuxième, à mon ressenti assez proche de sa ligne, ouais, mais pas en première, pas en mais pas première. en Première, première ligne. Ouais. c'était derrière, un peu plus derrière que d'habitude même. Yes. Donc, troisième clé, et là en plus tu l'as introduit, c'est 32% de points gagnés sur la deuxième balle de Danil. Yes. C'est là qui se fait. Qui se trouve. Ouais. Et puis voilà, là de nouveau, on revient à la qualité de retour, comme tu viens de le dire, la qualité de retour de Djoko. C'est autant Djoko était très bon pour remettre les premières balles en jeu, qu'il a été excellent pour mettre la pression sur les retours de deuxième balle. Et après, après j'ai regardé un peu ce qui s'est passé dans les rallyes qui ont suivi la deuxième balle de Danil. Et là, on retrouve les stats, si tu veux, de faute directe en coup droit revers qui reviennent. Il est sous pression, il engage mal l'échange. Tu vois, il n'est pas dominant. Yes. C'est Djoko qui tout de suite lui met de la longueur, lui met de la précision, et au bout d'un moment, l'autre force un peu plus, ou comme je t'ai dit, on ne sait pas trop, est-ce qu'il attaque, il n'attaque pas, et Danil fait les fautes. Et ça, c'est la troisième clé. Et Djoko, avant de passer à la dernière, gagne quel pourcentage de points sur sa deuxième balle? 56. Ouais, 56. Ah ouais, Donc là, on a une différence de 20%. on a une différence de 24%, alors que sur première balle, Dani, je crois qu'il a gagné 69 et puis 75 pour Djoko. Donc là, tu vois, on a 6%. Et puis tu vois, le 35% d'essais et de services gagnants se rejoint aussi un peu là-dedans. C'est que ça a été assez proche grâce à la qualité de la première, mais Dani aurait dû être plus haut. Mais en deuxième, c'est là que la grande différence se fait, 24%, c'est énorme. Ouais. Et maintenant, je te dis le dernier chiffre, 93% des montées de Djokovic ont été gagnantes. Il en a gagné 13 sur 14, exactement. Il est tout le temps monté pour finir le point, ou parfois il est monté un peu au bluff, pas forcément dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il est monté pour Il est monté une fois au bluff sur un service volé une où seule Daniel fois? super Ouais. bien. Mais sinon. C'était pour claquer, quoi. C'était pour finir le point. Ouais. Non, mais pas spécialement. C'est au bon moment. C'était tactiquement juste. C'était stratégiquement juste. Il faut pas. On aime ou on n'aime pas Djokovic. C'était juste parfait ce qu'il a rendu comme partie. Il a rendu un truc parfait, quoi. Et ça aussi, c'est qu'il sait monter au bon moment pour éclater l'autre ou pour prendre le bon risque au bon moment. Et au final, 93% des points gagnés quand tu montes à la volée, c'est extrêmement haut. Et il a quand même gagné 13 points au filet. Donc dans l'ordre, il gagne en 1 parce qu'il fait moins de fautes directes que Danil. Yes. 2, parce qu'il arrive à retourner le service de Danil. Donc Danil ne peut pas être autant efficace que ce qu'il veut au service. Et en même temps, Djokovic sert super bien. En 3, on parle de cette qualité de retour avec ce double avantage. Je remets plus de première balle en jeu de Danil, j'agresse la deuxième. Ouais. Et 3, en plus, pour couronner tout, la cerise sur le gâteau, je sais monter au bon moment et je gagne 93% de mes points à la volée. Et ces 4 éléments expliquent une victoire finalement assez aisée de Djokovic. Sa stratégie de faire beaucoup d'amortis, est-ce que. Il n'a pas joué beaucoup d'amortis sur ce match. Il en a fait une quinzaine quasiment. Oh non, je vais te dire combien il en a fait, je n'ai pas regardé. Il en a fait 6. Je croyais. Ah bah, tu vois, la croyance. Ouais, parce que. Ouais. Et il en a fait 6 et il a gagné 50% des points derrière après avoir joué un amorti. Donc, on ne peut pas dire que c'était une stratégie gagnante. Pas celle-là. S'il en avait gagné 90% des points, je t'aurais dit oui. En plus, il avait l'amorti. Mais là, 6, c'est pas énorme. 6 dans un match de 3-7, c'est 2 par 7. C'est quand même 2 par 7. Hein. Donc, si Danil veut le taper la prochaine fois, est-ce que tu te rebases sur ces chiffres de cette finale? Qu'est-ce que tu lui conseilles pour le prochain? Moi, je lui conseille rien. Déjà, c'est Gilles qui lui conseille. Oui. Donc, non, mais disons-le, moi. Oui, bien sûr. Après, il faut maintenant, tu vois, c'est frais. On n'en a pas encore parlé avec Gilles. On va le laisser descendre. Il y a eu un stress de 3 semaines qui se termine. D'ailleurs, pour moi aussi, hein, pour tous ceux, il faut laisser redescendre la pression. Il faut laisser ratterrir, je pense, Gilles, surtout Gilles, quelqu'un de très émotionnel, de tout ça. Donc, et à partir de là, on va débriefer, je pense, sur le match, sur la quinzaine, plus le tournoi d'avant, la TP Cup. Ça a été des stats monstrueuses dans l'ensemble, si tu prends tous les matchs. Et à partir de là, Gilles fera son chemin avec son joueur et nous, on se retrouvera avec Gilles peut-être à Rotterdam ou un autre tournoi pour des prépas de match. Mais
par exemple, s'il devait rejouer Djokovic, est-ce qu'on prendrait ce match en compte? Je pense que Gilles me dirait non. Ah Je pense ouais. que Gilles va me dire non. Ouais, je pense qu'il va me dire Même non. la stat sur la deuxième balle. Ouais, parce qu'on va expliquer, je pense, hein, plus un côté émotionnel. Peut-être je me trompe, peut-être il va me dire ouais, stratégiquement, il a fait tout faux. Mais moi, je pense que ce match a été perdu chez Daniel plus émotionnellement que stratégiquement. Parce que stratégiquement, j'ai pas eu l'impression qu'il a pu mettre la stratégie en place parce qu'il y avait un truc qu'il retenait ou il y avait une trop grande qualité de jeu de Djokovic. Donc, je ne pense pas qu'on va pouvoir prendre ce match comme une référence. S'il avait été gagné par Daniel, pourquoi pas, mais je ne sais pas. Après, une fois de plus, si Gilles me dit, pour moi, c'est un match référence, on va l'utiliser pour la prochaine prépa où je veux que ce match, qu'est-ce qu'on peut faire mieux par rapport à ce match? Notre prochaine prépa pour dire, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a plein de types de prépa. Si Gilles me dit, je veux faire la prochaine prépa de match que sur ce qui ressort de ce match, on fera une prépa de match contre Djokovic que sur ce qui ressort de ce match. Oui, tu t'adaptes à ton client finalement. Tu nous as dit que les stats avaient été monstrueuses sur le début de saison. Est-ce que tu as des données, des chiffres à nous faire part pour nous faire comprendre un peu le niveau de jeu de Daniel? Début de saison, il a été très très fort dans tout. Il a tout gagné. Quand tu gagnes 9 matchs sur. Non, t'es quoi 10 matchs sur 10, Ouais. tu bats quand même 2, 3 top 4, 5, je sais pas, Zverev, Schwartzmann, il l'a battu, Berrettini, Rublev, Tsitsipas, tu tapes 5 top 10. Bien sûr qu'il a été bon. Il a été bon, mais est-ce qu'il y a le nouveau. Bah, ça non plus, une fois de plus, je dirais pas plus que ça parce que il a été bon, quoi. Point barre, il a été bon. C'est un joueur qui continue d'évoluer et ça, c'est génial à voir. Je peux juste te dire que le Medvedev de 2019, quand on a commencé à collaborer avec Gilles, c'est pas le même que le Medvedev de 2021. Il a progressé de mon point de vue dans pas mal de secteurs. Après, il ne faut pas prendre le match d'aujourd'hui contre Djokovic, mais le joueur en lui-même, pour moi, est encore plus fort que le joueur de 2019. Et typiquement, le match contre Tsitsipas, il lui met quand même une sacrée rouste. Ouais. Est-ce qu'il a des stats de ouf à ce moment-là? Première question. Deuxième question, à quel point tu ressens que tes poulains, même si tu bosses pas en direct avec eux, tu bosses avec les coachs, à quel point tu ressens qu'ils appliquent tes recommandations? C'est difficile. Alors C'est difficile. déjà sur Tsitsipas, est-ce que les stats de Daniel elles sont monstrueuses? Parce que est-ce que c'est un peu le schéma inverse, c'est-à-dire qu'il a les stats un peu de Djoko en finale où il fait tout beaucoup mieux? Ouais, le match contre Tsitsipas, quoi te dire moi, je pense que Tsitsipas non plus n'a pas fait un grand match. Ouais. Donc, et puis le match de Rublev, je ne sais pas si tu l'as vu, mais Rublev, pour moi, il a un coup de chaleur. Il ne joue pas. Ok. Il peut pas jouer. C'est pas autant le quart que la demi. Daniil arrive avec un niveau de jeu très élevé. Ouais. Daniil, je pense aussi, arrive avec des idées claires. Moi, une prépa de match pour Gilles, ça peut être 2 pages. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est pas que je vais dire à Gilles, tu fais ci, tu fais ça. Je lui donne des tendances. Yes. Ça fonctionne, ça peut fonctionner. Et c'est lui qui va faire le choix dedans. Des fois, comme je te dis, je peux aussi m'imposer en disant, moi, je vois vraiment ça, Gilles. Mais après, au final, c'est comme lui qui décide. Et au dernier cours, c'est encore Daniel qui décide. En exploitant les failles de l'adversaire à chaque fois? Ouais, mais rien que déjà d'être renseigné sur ton adversaire, être renseigné sur l'historique des deux joueurs, renseigné sur des stats générales, ça te donne déjà un avantage. Après, une fois de plus, je te dis, on parlait du Eureka lors du premier podcast, on n'est pas sur des Eureka dans des matchs de simple pour moi. On est sur du général. Imaginons que si tu sais juste une stat, ça c'est un exemple qui ne correspond pas au match de Daniel, mais que tu sais que par exemple, il va jouer un joueur aura tendance à monter beaucoup plus le long de la ligne que croiser, tu le sais, grâce à ça, ça t'a permis de faire un passing de plus, bah, tu l'as. Tu l'as, ton optimisation. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est un point. Donc, je ne peux pas te dire exactement les schémas de jeu qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Il y a aussi un développement général du joueur qui s'appuie sur des stats, parce que les stats mesurent ses performances. Depuis là, Gilles prend des directions. Et je sais qu'il a été influencé par des stats, par des résultats. Donc, ou te dire exactement qu'est-ce qui a fait, non, ça devient trop compliqué. D'ailleurs, Bouskova, j'avais l'impression d'avoir fait des bons plans de jeu, puis quand j'ai regardé les matchs, je me dis, mais est-ce qu'il les a fait des fois? Mais tu me disais pareil un peu pour Félix. Ouais, je peux dire, mais des fois, tu te dis, est-ce qu'ils les font, est-ce qu'ils les font pas? Où on en est aussi. Ah, tu vois, et là, je vais rouvrir une autre parenthèse par rapport à ça. C'est qu'on est au début
de la stratégie par les stats dans le monde du tennis. On est au début. C'est nouveau. Ça veut dire que même, c'est pas comme si les joueurs faisaient des plans avec des stats depuis qu'ils ont 10 ans. C'est nouveau. C'est nouveau qu'on commence à avoir de plus en plus d'informations. Après, peut-être tu me diras que peut-être des joueurs, ils en avaient déjà de l'info, mais de travailler vraiment comme ça avec la stat, c'est quelque chose de nouveau et on a encore beaucoup de progrès à faire. On est au Yes. début j'espère pour moi, et puis on est au début d'une ère où la stats va prendre de plus en plus de place. Il y avait même une fois quelqu'un qui m'avait demandé, qui dit, mais est-ce que tu n'as pas peur que plus tard, il n'y aura plus d'instinct, il n'y aura plus de la stats? Et quand il me l'avait dit, moi j'étais là et je me disais, mais attends, pour le moment, les joueurs, ils sont beaucoup plus dans l'instinct que de la stats, Bien même si tu sûr. en fais des prépas. Ouais. Mais c'est possible que ça change. Je ne sais pas si c'est un bien. Je te dirais, toi, je ne sais pas, parce que le côté instinctif du tennis est aussi génial. En tout cas, Mais aujourd'hui, il est quand même important de rappeler que tu bosses sur des Ferrari, que ces Ferrari, tu leur apportes déjà, si tu arrives à leur apporter 1% de plus, c'est c'est ton objectif. C'est énorme parce que 1% de plus, c'est des très précieux points qui peuvent faire basculer des matchs, voire des titres, voire des palmarès, voire des vies, voire tout ce que tu veux. En revanche, si l'auditeur qui est joueur de club, qui lui veut progresser dans son jeu, évidemment, il va beaucoup mieux comprendre son style de jeu, il va pouvoir grappiller plus d'1% parce qu'on a tellement de, je m'inclus pas dedans, sûr. on a tellement de plus de marge de progression que ces mecs et ces Ouais. nanas qui sont déjà Eh, quand même bien exploités. Même si tu dis que Daniel est beaucoup plus fort qu'il y a 2 ans, bah, bah, c'est beaucoup évidemment plus fort. pas le même rapport, quoi. Tu vois? Attention, de nouveau, la stratégie optimise qui tu es, mais elle ne te fait pas changer. C'est par Ouais. exemple, tu peux optimiser ta 2 chevaux, mais elle ne pourra pas devenir une Ferrari. Ça me Mais parle tu parce peux que j'en ai une. l'optimiser. Ouais, bah, voilà, il y aura des limites à ton moteur, à ton machin. Et là, si tu veux augmenter ton niveau de jeu global, Ouais. la stratégie, la stratégie, c'est pas le meilleur truc. La stratégie, ou la stats te permet de donner une ligne directrice qui peut permettre d'aller plus vite si tu as envie de bosser. Yes. Mais par contre, le joueur de club qui joue 2 à 3 fois par semaine ou une fois, la stratégie peut le permettre de faire gagner des matchs qu'il ne gagnait pas à des joueurs de même niveau. Mais ça va pas, c'est pas, tu commences avec la stratégie, tu étais 30 et tu termines 1-6, et puis tu n'as pas bossé, tu n'as que fait de la stratégie. Mec. Ah, je place plus mon service, je suis monté de 10 classements. Non. Non. Yes. Par contre, sur un classement ou deux, nous en Suisse, peut-être nous on a moins de classements que vous, mais peut-être 2 classements en France, je pense que tu peux. Peut-être 3 même 3 En classements. Suisse, mais vous êtes fort en Suisse. Ça va. Est-ce qu'on a Écoute, fini le débrief de cette finale, Fabrice, ou pas encore? on a fini le débrief de cette finale. Alors, il y a un truc, un petit chapitre intéressant qu'on avait envie de faire, c'était de profiler donc notre ami Karatsev, Ah ouais, Karatsev. ce, ce beau bestiau du Caucase qui est Mhm. sorti de nulle part avec ses très très jolis mollets. Est-ce que il a des mollets disproportionnés, on dirait Fabs Barreau, le gars? Ah, j'ai pas les mollets pareils. Ah bon, d'accord. J'en rêverais au jour d'aujourd'hui, vu que j'ai pas le corps de Karatsev, quoi. Parce que tu es 12 heures, 18 heures par jour sur ton bureau à faire de la stat, tu rêverais de bosser tes mollets. Est-ce que Ouais. tu peux nous donner un peu d'infos sur Sur ce joueur Karatsev, qui sort de nulle part? Est-ce que tu le connaissais déjà? Tu savais d'où il venait un petit peu? ouais, je l'avais déjà analysé en 2016 sur des challengers. C'était juste 2 matchs, parce que j'ai l'habitude de souvent prendre des matchs de challenger, parce que je me dis peut-être c'est un nouveau nom qui va arriver, ça m'arrive assez souvent. Donc j'avais 2 matchs de lui. Ouais. Il n'a pas spécialement changé. Tu vois, c'est ça qui est marrant déjà. Premier truc, ce qu'il était au niveau 250, c'était le même style de jeu que ce qu'il est maintenant. Yes. C'est pas qu'il fait autre chose. Il fait la même chose, il le fait juste mieux. Oui, et ses coachs disent qu'il s'est renforcé dans la tronche, qu'il s'est vraiment solidifié Ouais. Et mentalement, quoi. peut-être physiquement, peut-être techniquement, mais ses armes, si tu veux, c'est les mêmes. Déjà, et ses faiblesses, c'est les mêmes. Donc, je vais te profiler, comme tu me dis, Karatsev. Donc, Karatsev, par Comment on peut rapport à remplacer le mot profiler? Parce que catégoriser, oh, mes catégories, c'est pas Jojo, hein. ouais, c'est vrai. Non, mais profiler, c'est cool. Allez, Lui donner un style, bon, style de jeu. tennis Donc, profiler. Alors c'est parti. Hein? Aslan. Et là, il n'y est pas. Aslan. Il n'y est pas sur Tennis Profiler. Pas encore. Ben non, parce que je mets tous les joueurs du moment qu'ils arrivent top 100. Donc là, D'accord. je trime en ce moment pour avoir le maximum de points de lui. Et après, je vais le rajouter sur le site, mais là, il ne l'est pas. Mais donc, je peux déjà te dire, Karatsev, c'est ce que j'appelle un cadence serveur. Yes. Cadence, pour moi, le jeu en cadence, c'est des personnes, c'est des joueurs qui sont
assez proches de leur ligne de fond et qui peuvent accélérer autant en coup droit que revers. Ils ont et puis aussi en retour, du coup, c'est des joueurs agressifs complets. Coup droit, revers, retour. Et Dimitri en plus, il y a le Toursounov. service. Hein? Ok. Dimitri Toursounov. Toursounov, Toursounov, c'était comme ça, mais Toursounov, comme je t'avais dit aussi l'autre jour, c'était plus du punch en cadence. Il décalait plus. Bon, Karatsev décale quand même. Hein. Donc là, tu as Mais dit un cadence serveur, c'est ça? c'est ce que j'appelle, donc c'est un joueur en cadence. Ouais. La cadence, c'est ces joueurs qui sont proches de la ligne, qui tapent fort des deux côtés. Et en plus, il a le service qui vient compléter son profil. Ça c'est des joueurs, en règle générale, quand tu as le service qui vient compléter ton profil, tu es déjà du top level. Parce Yes. que c'est génial. C'est que tu es fort au fond, et en plus, tu as un service qui va te donner 1, 2, peut-être 3 points gratuits par jeu de service, entre 1 et 3. Donc là, tu as du bonus. Donc lui, c'est un cadence, sur l'Open d'Australie, c'était un cadence serveur. Le cadence serveur, c'est en moyenne, en termes de stats, c'est quelqu'un qui va faire plus de points et plus de fautes en retour, coup droit, revers. C'est quelqu'un d'agressif, de dominant. C'est lui qui va faire les points et les fautes, si tu veux. Yes. Parce que, tu vois, comme tu as dit, tu as vu son physique, il impose sa puissance. Ouais. Il prend tôt, il a une puissance naturelle c'est ça qui était très fort chez Karatsev. Il a une puissance naturelle et un positionnement sur le terrain, comme ça, il prend de la place, ça tape fort des deux côtés et en réussite. Après, encore, où Karatsev a été très très bon sur cette tournée, c'était vraiment ce qu'on appelle le service plus 1, premier coup après ton service. Et là, il a réussi à imposer son coup droit et son revers, mais un peu plus son coup droit. Service plus 1, une des 4 clés en téléchargement libre en description juste en dessous. Allez. Récupérez-la, elle est offerte, c'est cadeau, c'est enregistré avec notre ami Fabrice. Merci. Voilà, donc service Sachez plus que Fabrice m'appelle le Mexicain, je ne sais pas pourquoi, mais ça lui fait plaisir. Max. Bon, allez, on commence à bien se connaître. Hein, on a passé c'est quelques heures relation en ligne. professionnelle. Très bien. Alors, donc voilà, profiler Karatsev en faisant court, parce que maintenant. Donc, serveur cadence, service plus 1. Ouais. Non, cadence serveur. Le serveur cadence, dans ma manière de voir les choses, c'est quelqu'un qui sert très très bien et qui en deux envoie des lattes en revers et en coup droit, mais qui gagne son match principalement grâce au service. Un bon exemple de serveur cadence à l'époque, c'était Ernest Gulbis. Yes, l'Albatros. Gulbis, on pensait tous, tout le monde, ouais, un joueur ultra talentueux parce qu'il faisait des amortis, mais il gagnait pas spécialement ses matchs avec ses amortis, il gagnait parce qu'il servait l'acier trempé. Et derrière, il tapait des deux côtés. Même avec son coup droit un peu spécial, c'était plus en revers qui faisait la différence. Donc, c'est aussi une des caractéristiques des joueurs en cadence d'avoir des meilleurs revers que la moyenne. Très bien. Voilà. Quelque chose à ajouter sur Aslan? Maintenant on attend Aslan Karatsev à l'année sur la TP Tour et voir comment il va confirmer. Mais s'il continue à jouer de la manière qu'il a joué à l'Open d'Australie, il peut être top 10. Quand tu mets 3-7 à Schwartzmann, tu bats Auger Aliassime, tu bats Dimitrov, tu peux être top 20. Après, il faut voir comment il va gérer émotionnellement. Ça fait du bien de voir en tout cas un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur parmi ces monstres, quelqu'un qui arrive à s'immiscer. Il faisait penser un peu à... Il fait du bien, oui et non, mais alors, quand il gagne ses matchs, moi, il ne me fait pas du bien, quoi. Non, mais attends, Karatsev, demi-finale d'Open d'Australie. Bah attends, tu rigoles, mais Danil, c'est pas le plus expansif non plus. Ouais, c'est vrai. Et Hugo Gaston, si tu devais le profiler rapidement, ça donnerait quoi? Il est ce que j'appelle le remiseur en dominant, c'est sûr et certain. Ça veut dire que le remiseur en dominant va gagner sur les fautes directes de l'adversaire. Okay. Mais il va contraindre ses adversaires à faire plus de fautes. Ouais. Donc, Hugo Gaston, c'est clairement remise en dominant, ce que j'appelle la remise en dominant. Ça veut dire il use l'autre, il est très bon défenseur, franchement, capacité de couverture de terrain, de défense extraordinaire. Derrière, il va user avec son coup droit de gaucher, avec des trajectoires le plus souvent croisées sur le revers de l'autre, donc usure du revers de l'adversaire. Ça, c'est la stratégie du remiseur punch que j'appelle. Ouais. Il a un côté cadence parce que son meilleur coup, c'est le revers. On tire pas en comparaison de ses rivaux. Hein. C'est-à-dire qu'Hugo Gaston, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des revers tôt. À tout moment, il peut se faire se jeter dans la balle. Ouais. Et ça, donc là, il a ce côté cadence aussi. Et Hugo Gaston, il a un côté offensif par ses amortis et ses montées à la volée. Donc, c'est ce que j'appelle un remiseur en dominant qui a 3 catégories en dessous, le punch, la cadence et l'offensif. Et le seul truc qu'il n'a pas, c'est le service. Très bien, merci. Non, mais un autre. T'as dit quoi?
T'en veux un autre, là? Non, on s'était dit, chers auditeurs qui nous écoutaient nombreux, je l'espère, que l'on se ferait un épisode un peu what the fuck en allant profiler des joueurs qui viennent de nulle part, qui sortent de nulle part, mais qui ont été top 100 quand même, Ouais, attention. Hugo Et Gaston, non, bah, Hugo Gaston il sort va être bon celui-là, hein. pas Et totalement de puis nulle part, mais ouais, d'ailleurs, lui, Hugo Gaston, c'est un mec intéressant pour de la stats, pour du développement. Ça m'a l'air d'être un mec très bien. Alors, yes. Hugo, si tu nous écoutes, je On t'ai espère que promis, tu nous écoutes, Hugo. En tout cas, pas sûr, pas sûr, mais on fera des hors-séries. Bon, en tout cas, les potes d'Hugo, envoyez-lui cet épisode, ça nous fera plaisir. Et Hugo fait une petite story Instagram si tu l'écoutes. Et, et on fera des hors-séries sur la stat en décortiquant le jeu de certains joueurs du top 100 qui ont le moins optimisé en termes de stats leur jeu. Au contraire, ceux qui ont le mieux optimisé. Et on fera également un épisode un peu décalé avec des joueurs au nom parfois un peu bariolé du top 100 pour tu penses à, savoir. est-ce que tu penses au Polonais Przezniesny? Déjà que ça a bugué quand tu l'as prononcé, mais oui, on pourra débriefer dessus. Alors, dernière partie, Fab. Alors, les clés, les optimisations qu'on a enregistrées. On a donc enregistré avec Fabs Barreau 20 clés pour progresser dans votre jeu grâce à la stat. L'idée, c'était de reprendre son livre et de lui donner un coup de fraîcheur parce que ça a été déjà rédigé il y a 4 ans, le circuit a évolué, le jeu a évolué. 3 plus une année de promotion, on n'est pas loin. Et donc voilà, l'idée c'était de reprendre ce contenu sous format audio, d'en parler ensemble et de vraiment vous permettre de mieux cerner votre style de jeu, vos forces, de les apprivoiser et de gagner de précieux points vous aussi grâce à la stat. Donc on a enregistré 20 clés complémentaires aux 4 qui sont gratuites en téléchargement juste en dessous. Donc n'hésitez pas à les récupérer au format audio pour voir déjà ce que ça vaut. Est-ce que on peut débriefer un petit peu là-dessus, Fab? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? On a fait des familles de clés pour mieux comprendre le service, le retour, le coup droit, le revers, évidemment. Alors, quels sont les bénéfices Ouais, concrètement? de Les ces clés. bénéfices pour l'auditeur, qu'est-ce que l'auditeur va pouvoir essayer dans son jeu pour progresser, comprendre un peu mieux son style Mhm. et tout de suite avoir quelques déclics, quoi. Déjà, c'est permettre de mieux se connaître, Ouais, de savoir qu'il n'y a pas une manière de jouer, mais qu'il y en a plusieurs, ouais, et que toutes les manières de jouer peuvent atteindre l'excellence ou peuvent atteindre un niveau supérieur. Donc ça, c'est déjà une chose on n'est pas dans des stéréotypes qu'il faut jouer d'une manière X, Y, Z, mais savoir que chaque individu est différent et que chaque individu peut être optimisé. Donc ça c'est un des points. Après, les clés qu'on a abordées, il y a des tendances du tour, ou il y a des tendances du tennis, je te dirais. ouais, Le tennis se joue d'une certaine manière. Il y a des coups qui ont plus d'importance que ce qu'on pense. Il y a des schémas de jeu, il y a des directions qui ont plus d'importance ou qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a des coups qui fonctionnent mieux que d'autres. Je vais pas, on va pas aller en détail, mais on va découvrir des coups qui fonctionnent mieux, des manières de faire qui fonctionnent mieux, tout en respectant que chaque individu est différent et a sa propre identité. Donc, c'est vraiment un mélange de les tendances stats d'un côté et l'identité de chacun. Et c'est faire un peu un mix des deux. C'est tu es unique, mais il existe des tendances qui sont, voilà, il y a des trucs qui valent la peine d'être pris parce que ça fait gagner plus de points. Donc, si on arrive à joindre les deux, qui tu es, plus les tendances du tour, du tennis et tout ça, eh ben, on va arriver à appliquer des stratégies gagnantes, j'espère, pour le joueur. Et après, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que ce qui m'a plu d'ailleurs dans la démarche de faire ça avec vous, avec toi et avec Tennis Legend, ce qui m'a plu, ouais, c'est que c'est sous forme de podcast. Quand je parle, finalement, c'est comme si un petit peu je faisais un coaching ouais. individualisé à quelqu'un, alors que le livre, des fois, on ne peut peut-être pas ressentir de la même manière les choses, alors que quand elles sont expliquées en plus par celui qui a écrit le livre, peut-être je vais parvenir à faire passer des messages plus facilement. Donc, je pense que l'avantage de l'audio, c'est ce qui m'a d'ailleurs plus. Après, on avait d'abord parlé de faire des fiches par écrite. Et puis, je t'ai dit, Ouais. non, mais je crois qu'on
On C'est a plus peut-être mieux vivant. à faire avec voilà, faire quelque chose de plus vivant par de l'audio. Sachant que tu peux le dire, je ne te ménage pas parce que j'étais dans la peau du joueur qui voulait absolument progresser, comprendre, optimiser son jeu. Et dès qu'il y a quelque chose que soit je comprends pas, soit je sens un peu tangent, boum, on en parle, on débriefe et Ouais. vraiment on creuse pour comprendre le plus simplement possible et mettre en application le plus rapidement possible. Vraiment permettre à l'auditeur de progresser dans son jeu. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ces clés à 30 personnes. Alors les 30 premiers qui les obtiendront, donc elles sont payantes. C'est un moyen de soutenir le podcast. C'est un moyen de progresser dans votre jeu, évidemment. Et les 30 premières personnes qui les obtiendront pourront bénéficier d'un Zoom, donc une visio, tous les trois, tous les deux, Les avec 32. tous les 32. Non, Bien. l'idée, c'est d'organiser un Zoom avec 5 personnes max, plus nous deux, donc on sera 7, entre 20 et 30 minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions, qu'on puisse éventuellement profiler votre jeu, que déjà, voilà, vous ayez une vision encore plus claire de votre style et de la manière dont vous pouvez voilà, vous servir de ces clés. Et puis rendre vraiment le contenu interactif, c'est-à-dire que vous utilisiez, que vous fassiez le test, même si les cours ne sont pas encore tous rouverts, que les tournois n'ont pas repris. Ben voilà, c'est l'occasion de prendre un peu d'avance pour le printemps qui arrive et les tournois qui, on l'espère, vont s'enchaîner nombreux cet été. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'échanger entre nous, de récupérer un max de feedback et puis Ouais, surtout de vous pour nous faire faire progresser, progresser. quoi. Ouais, de progresser et de se connecter à vous et peut-être d'amener quelque chose, quoi, En espérant que d'ici là, tu auras ton t-shirt. La stat est sexy. Allez, allez, je l'attends. Vous me la faites, celle-là. Je l'attends. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Fabrice? Merci en tout cas pour toutes ces infos. On peut te souhaiter peut-être du sommeil que tu dois récupérer. Un peu de récupération. Non, mais là c'est tellement bien, c'est tellement cool pour moi que la stat est en train de prendre au plus haut niveau. J'ai Ouais, attendu ça, comme je t'avais déjà dit, pendant 12 ans. Que ouais. la stat prenne, j'y ai cru pendant 12 ans tout seul. Maintenant que ça commence à prendre, les belles choses se proposent à moi de plus en plus facilement sans que même j'ai besoin de faire d'efforts. Donc tu n'as pas besoin de me souhaiter, juste me souhaiter que ça continue voilà, puis que les gens puissent tu puisses à tout niveau progresser peut-être aussi avec de la stat, si je peux leur ramener ça ou pas. Et en tout cas, pour moi, ça va bien en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas, donc je surfe sur cette vague le plus Putain, longtemps mais possible. viens le plus vite possible sur la côte basque, qu'on surfe tous les deux, main dans la main, Fabrice. En tout cas, si je suis bien persuadé d'une chose, c'est qu'en ayant enregistré ce contenu audio de plusieurs heures, du coup, parce qu'il y a du Mais ça lourd, va durer, ça. Hein. c'est que, évidemment, les auditeurs progressent grâce à ces clés dans la mesure où j'ai compris déjà mon style de jeu x4, que parfois c'est fou, mais tu me disais des choses et ça me permettait de souffler, de me sentir mieux, de me dire ah ouais, C'est mais ça. finalement, je peux un peu reculer, je peux me donner de l'air, je peux mieux exprimer mes coups de cette manière. Et pour jouer au tennis depuis plus de 20 ans, j'ai eu la sensation bah voilà, d'apprendre de nouvelles choses grâce à toi. Merci de nous partager tout ça. C'est que Ça le permet début. d'accepter la différence, d'accepter des choses qu'on pensait qui n'étaient pas conventionnelles. Ça permet, parce que voilà, tout le monde est différent. Et voilà, bah yes. Merci Fab. Et merci à toi et à bientôt. À très bientôt. Allez, va te Allez, coucher. Dépêche-toi. Allez, ciao, ciao. ciao, ciao. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Venez nous le dire avec un commentaire si c'est le cas. Et si vous avez des idées de sujets à traiter, n'hésitez pas à nous en faire part. On a hâte de retrouver donc les 30 plus motivés d'entre vous en visio pour profiler votre jeu, vous permettre de faire plus de coups gagnants en exploitant vos coups forts et en construisant mieux vos points grâce à la stat. Je vous rappelle que vous avez 4 optimisations en téléchargement libre juste en dessous. Et si vous voulez aller plus loin et passer des caps dans la compréhension de votre tennis, le deuxième lien vous renvoie vers les 20 optimisations complémentaires pour tout simplement à terme gagner plus de matchs grâce à la stat. On a hâte de vous rencontrer et de répondre à vos questions. D'ici là, prenez soin de vous et ne lâchez rien à l'entraînement. Ciao les légendes.